Bonjour, on est reparti pour un tuto version explication de texte. Alors le travail en amont que vous aviez à faire, c'était de voir cette petite vidéo qui synthétise assez bien l'essentiel à retenir sur Jules Verne. Puis je trouve que ça donne une image sympathique de cet auteur si vous ne l'avez jamais fréquenté au préalable. Vous aviez aussi les quelques questions préparatoires à faire. Et puis vous aviez à lire, alors pas dans son intégralité, mais au moins la partie, la petite partie présentation sur l'écrivain, le roman, et surtout le résumé, jusqu'à ce que l'on arrive, nous, à notre extrait, c'est-à-dire, voilà, à peu près à cet endroit-là. Et donc ça vous aider normalement pour envisager une introduction. Alors justement, en parlant d'introduction, moi je vais vous en proposer une là, oralement. À l'issue de cette vidéo, je mettrai peut-être toutes mes notes en photo pour compléter. Alors en introduction, on pourrait rappeler que Jules Verne est un écrivain français du XIXe siècle, considéré en quelque sorte comme l'inventeur de la science-fiction moderne. Il est l'auteur des Voyages extraordinaires. En fait, c'est une série qui regroupe 18 nouvelles et 65 romans. Et l'un des plus célèbres, évidemment, c'est 20 milieux sous les mers, qui a été publié entre 1869 et 1870. Alors, j'ouvre une parenthèse, pourquoi ces deux dates? Au préalable, ça a été publié sous forme de feuilleton dans la presse, et puis ça a été regroupé en œuvre intégrale. Mais c'est vrai un petit peu plus tard, en raison de la guerre franco-prussienne, qui ralentissait effectivement les activités littéraires et les activités de publication à l'époque. Alors le narrateur est Pierre Aronnax, c'est un scientifique français chargé de participer à une expédition pour venir à bout d'un étrange monstre marin qui cause de nombreux dégâts à travers les mers, à travers les océans. Donc au cours de cette expédition, et à la suite d'une attaque, Pierre et ses deux compagnons de voyage, donc son domestique et puis un harponneur, va se retrouver à bord de cet étrange poisson d'acier qui en fait n'est autre qu'un sous-marin, le fameux Nautilus, avec à sa barre l'étrange capitaine Nemo. Et on peut donc procéder à la lecture de l'extrait. Vous comprenez donc, monsieur, reprit l'inconnu, que j'ai le droit de vous traiter en ennemi. Je ne répondis rien, et pour cause. À quoi bon discuter une proposition semblable quand la force peut détruire les meilleurs arguments? J'ai longtemps hésité, reprit le commandant. Rien ne m'obligeait à vous donner l'hospitalité. Si je devais me séparer de vous, je n'avais aucun intérêt à vous revoir. Je vous remettais sur la plateforme de ce navire, qui vous avait servi de refuge, je m'enfonçais sous les mers, et j'oubliais que vous aviez jamais existé. N'était-ce pas mon droit? C'était peut-être le droit d'un sauvage, répondis-je. Ce n'était pas celui d'un homme civilisé. Monsieur le professeur, répliqua vivement le commandant, je ne suis pas ce que vous appelez un homme civilisé. J'ai rompu avec la société tout entière, pour des raisons que moi seul j'ai le droit d'apprécier. Je n'obéis donc point à ces règles, et je vous engage à ne jamais les invoquer devant moi. Ceci fut dit nettement. Un éclair de colère et de dédain avait allumé les yeux de l'inconnu. Et dans la vie de cet homme, j'entrevis un passé formidable. Non seulement il s'était mis en dehors des lois humaines, mais il s'était fait indépendant, libre dans la plus rigoureuse acception du mot, hors de toute atteinte. Qui donc oserait le poursuivre au fond des mers, puisque, à leur surface, il déjouait les efforts tentés contre lui? Quel navire résisterait au choc de son moniteur sous-marin? Quelle cuirasse, si épaisse qu'elle fût, supporterait les coups de son éperon? Nul, entre les hommes, ne pouvait lui demander compte de ses œuvres. Dieu, s'il y croyait, sa conscience, s'il en avait une, étaient les seuls juges dont il put dépendre. Ces réflexions traversèrent rapidement mon esprit, pendant que l'étrange personnage se taisait, absorbé et comme retiré en lui-même. Je le considérais avec un effroi mélangé d'intérêt, et sans doute ainsi qu'Œdipe considérait le sphinx. Après un long silence, le commandant reprit la parole. J'ai donc hésité, dit-il, mais j'ai pensé que mon intérêt pouvait s'accorder avec cette pitié naturelle à laquelle tout être humain a droit. Vous resterez à mon bord, puisque la fatalité vous y a jeté. Vous y serez libre, et en échange de cette liberté, toute relative d'ailleurs,
Je ne vous imposerai qu'une seule condition. Votre parole de vous y soumettre me suffira. Parlez, monsieur, répondis-je. Je pense que cette condition est de celle qu'un honnête homme peut accepter. Oui, monsieur, et la voici. Il est possible que certains événements imprévus m'obligent à vous consigner dans vos cabines pour quelques heures ou quelques jours, suivant le cas. Désirant ne jamais employer la violence, j'attends de vous, dans ce cas, plus encore que dans tous les autres, une obéissance passive. En agissant ainsi, je couvre votre responsabilité, je vous dégage entièrement, car c'est à moi de vous mettre dans l'impossibilité de voir ce qui ne doit pas être vu. Acceptez-vous cette condition ? Il se passait donc à bord des choses tout au moins singulières, et que ne devaient point voir des gens qui ne s'étaient pas mis hors des lois sociales. Entre les surprises que l'avenir me ménageait, celle-ci ne devait pas être la moindre. Alors voilà pour la lecture. Alors à l'oral, il s'agirait à l'issue de cette lecture que sans doute on vous couperait, peut-être aux alentours de la ligne 20-25. Il s'agirait pour vous d'annoncer votre projet, donc vous pourriez dire que vous allez proposer une lecture, une étude linéaire de l'extrait, et que vous pourriez être sensible ici au rapport de force qui s'établit entre les personnages, mais aussi au portrait que Jules Verne nous propose de ce personnage énigmatique de Nemo. Donc je rappelle, en termes de méthodo, l'idée c'est toujours de proposer une espèce de problématique, de question ou de points d'intérêt qui vous permettent d'articuler votre étude linéaire et de lui donner plus de poids et de faire en sorte d'éviter le listing mécanique, ligne à ligne de procédés de style sans aucune vue de hauteur. De même, après l'annonce du projet, il s'agit de proposer un petit propos un peu synthétique sur le texte avant de démarrer de manière brutale sur la ligne 1. Donc j'en ai déjà parlé ça lors de vos derniers enregistrements. L'idée c'est de proposer finalement une espèce de vue d'ensemble de l'œuvre, de l'extrait, qui peut répondre à la question de la typologie du texte. Donc ici on est face à un texte narratif qui est très marqué par le dialogue. Dialogue entre Aronnax, le narrateur qui s'exprime à jeu, et puis son interlocuteur, le capitaine Nemo. Et finalement, cet extrait est composé en 3 temps. Le premier temps va jusqu'à la ligne 15, donc là c'est le dialogue, le démarrage du dialogue. Puis on a jusqu'à la ligne 27 une longue interruption narrative, donc de la ligne 16 jusqu'à la ligne 27. Cette intervention du narrateur nous donne accès à ses réactions, à ses réflexions, mais on n'entend plus le dialogue. Et le dialogue va intervenir ensuite, de la ligne 27 jusqu'à quasiment à la fin, jusque là. Et là, on revient au dialogue. Voilà les 3 temps qui pourraient permettre d'organiser, de structurer l'étude linéaire. Alors justement, on va y aller sur cette étude de détail. Alors je vais essayer simultanément à mon propos chaque fois de vous faire apparaître les procédés avec un code couleur. Voilà, donc à tout moment comme ça, vous pouvez mettre à pause pour sortir vos fluos, mettre en avant vos procédés. Et c'est parti. Donc, dès la ligne 1, le dialogue est effectivement marqué par les signes traditionnels. Bon, ça, je vais peut-être pas les mettre en avant tellement c'est simple, mais on a les marques du dialogue par les guillemets, on aura les tirés plus loin, mais surtout par ce qu'on appelle les incises. Alors, les incises, je vais les souligner. Ce sont ces formules narratives qui permettent de savoir qui parle. Donc on retrouve les marques du récit, puisque ici on a des passés simples, repris, on a cette inversion caractéristique entre le verbe et le sujet, et parfois on verra que ces incises nous donnent un renseignement sur l'attitude du locuteur. On le verra dans le détail. Alors
C'est un dialogue poli qui s'établit pour démarrer entre les deux personnages. Alors, à quoi on distingue-t-on cette politesse? Déjà par les marques du vouvoiement. Vous avez ici le pronom vous. Et puis, c'est vrai que vous avez cette apostrophe, monsieur. On verra que petit à petit, la teneur de ces apostrophes va changer. Ces apostrophes vont se faire plus condescendantes, un petit peu plus virulentes et cyniques. En tout cas, la première réplique de Nemo fait apparaître une espèce de paradoxe, de contradiction entre le terme droit et le terme ennemi. Les deux semblent opposés. Alors je vais d'ailleurs encadrer tout de suite ce terme droit. On va voir que c'est un terme qui revient très souvent dans le texte, donc je vais assez vite les relever tous. Hop, alors on va le faire en vert. Alors, dès cette première ligne, en fait, on va s'apercevoir que très souvent, le capitaine Nemo, et même Pierre Aronnax, se réclame de ce mot droit, qui va revenir très souvent. Alors, on l'a ici. Je vais faire un copier-coller, on va le retrouver à la ligne 9. Voilà, ici. On le retrouve à la ligne 10. À la ligne 14. Donc vous avez tout à fait le droit, quand vous démarrez, vous voyez comme ici on démarre le commentaire de la ligne 1. S'il y a un procédé qui va avec et qui s'inscrit dans la suite du texte, vous avez tout à fait le droit d'aller le chercher, d'aller le récupérer dans la suite du texte. Vous n'êtes pas obligé d'être cantonné sur votre première ligne. On le retrouve aussi à la ligne 30. Hop. Alors pourquoi ce terme a de l'importance pour nos personnages? C'est parce qu'ici, il va être effectivement question de droit, de liberté, donc des concepts des concepts politiques, au sens large du terme, importants dans ce débat. Et d'ailleurs, avec ce terme droit qui est répété, on peut trouver aussi un lexique, qu'on pourrait appeler le champ lexical de la liberté, donc les termes vont ensemble. Donc voilà, la répétition du mot droit est déclinée avec le champ lexical de la liberté, que je vais mettre en avant aussi avec la même codification. Alors vous avez déjà cette formule, cette absence d'obligation, rien ne m'obligeait, qui traduit bien l'idée de liberté. On a à la ligne 18 indépendant et libre. On a évidemment hors de toute atteinte. On peut ajouter ligne 32 libre. Et on a carrément le mot liberté. Voilà, c'est à peu près tout. Donc voilà ce qui est intéressant dès la première intervention. On comprend, grâce à ce mot droit, que ça va être l'enjeu de ce dialogue. Donc d'un côté, Nemo, qui a organisé sa vie de sorte de jouir d'une totale liberté, et puis de l'autre, Pierre et ses compagnons qui se retrouvent prisonniers de cet homme et de son système de vie sous-marine. Donc l'un va incarner l'autorité, et on va du coup pouvoir relever dans le texte tout ce lexique du pouvoir, de la violence, et puis l'autre va incarner l'homme civilisé. Donc je vous propose peut-être, allez,
en fluotant ça. En bleu, je vais faire apparaître ce lexique du pouvoir, de l'autorité. Et puis en rose, je ferai apparaître le lexique plutôt opposé de l'homme civilisé, de l'honnêteté. Alors on y va. Donc bien sûr le mot ennemi. Alors on y va. Format caractère. Alors j'ai dit en bleu. Impeccable. Alors on y va. Donc sur la ligne 4, on a force. Alors, je voudrais bien dupliquer la mise en forme plus rapidement. On a détruire. On a sauvage, ligne 10. On a rompu. Il y a l'idée de rupture, hein, de destruction avec rompu. Je poursuis, on a plutôt du côté de l'autorité que de la violence, on a engage. On peut relever évidemment choc. Alors, si au fur et à mesure j'en oublie, c'est pas bien grave. Hein, quand vous relevez un champ lexical, je vous l'ai déjà dit, vous n'êtes pas tenu de relever 100% des termes. Juste en dessous, vous avez les coups de ces éperons. Évidemment, là on est dans de la violence concrète. On a le verbe jeter à la ligne 31. On peut aussi relever imposerait juste en dessous. Et on en a pas mal. On en a 3 ou 4 qui interviennent ensuite avec oblige. Là on est dans l'autorité. Consigner. Soumettre. Bon, et on va... pas soumettre, pardon. Violence. Soumettre, c'est vrai que je l'ai oublié. On peut... J'irai le fluoter juste après. Obéissance, bon, voilà, on peut. Donc voilà, en bleu, ce champ lexical de l'autorité, du pouvoir, puisque c'est ce pôle-là qu'incarne Nemo. Et donc on a le deuxième pôle, celui
de l'honnêteté et de la droiture, incarné par Aronnax. Donc on y va pour ce lexique-là. Donc c'est tous les termes qui vont être connotés positivement, qui renvoient à la notion de civilité. Donc on a hospitalité. Allez, on va changer. J'ai dit qu'on mettait du rose, ça pique aux yeux, mais c'est pas grave. On a l'idée de refuge, hein, puisque c'est l'idée de protection. Je poursuis avec ligne 11, civilisé. Nous avons la même formule juste en dessous, hein, civilisé. Alors on a bien sûr société, on a règles. Hein. Oui, Aronnax, c'est un scientifique qui se soumet aux règles, qui respecte la loi. Hein. Alors justement, on a ligne 18, les lois humaines. On a l'idée de pitié naturelle, ligne 30. Et on a l'idée d'honnête homme, un petit clin d'œil en tout cas qu'on peut faire nous aujourd'hui avec le XVIIe siècle et ce concept vraiment classique. Enfin, nous on le fait ce clin d'œil, hein, je ne dis pas que ici Jules Verne rende hommage aux auteurs classiques. Et le dernier, loi sociale. Voilà, alors donc ce partage avec l'un qui incarne le pouvoir, l'autorité, et puis l'autre qui incarne une forme de sagesse, on repère cette espèce d'opposition finalement dès la ligne 2, quand le narrateur utilise cette formule de dépit en quelque sorte, hein, à quoi bon discuter une proposition semblable quand la force peut détruire les meilleurs arguments. Il est bien conscient là qu'une argumentation ne peut pas grand-chose face à quelqu'un qui vous oppose la force et qui va utiliser finalement la peur pour démonter votre démonstration argumentée. Alors justement, revenons-en au propos de Nemo, hein, à partir de la ligne 5, hein, puisque c'est lui qui prolonge cette parole directe. Alors ces propos donnent vraiment un aperçu du cadre marin qui va contribuer au caractère intriguant, au caractère divertissant de notre extrait puis de l'œuvre, puisque dans cette intervention de Nemo, on peut repérer tout ce qui a rapport avec le cadre marin. On a effectivement plateforme. Et n'oublions pas, c'est ça qui a fait aussi le grand succès de Jules Verne. Bon, c'est le caractère anticipatoire de ses œuvres, hein, il s'appuyait sur les connaissances scientifiques de son époque, mais ce qui a définitivement plu à des générations de lecteurs,
c'est l'évasion, l'intrigue, le caractère mystérieux. Et donc là, en choisissant de transposer son action dans les fonds marins, c'est comme quand il va situer certains de ses romans sur la Lune ou ailleurs, c'est ça qui crée le caractère exotique et intriguant de l'œuvre. Donc, on a le mot navire. Sous les mers. Oh là, vous n'êtes même pas tenu de relever ce lexique, hein, mais on peut à un moment donné aussi rappeler que ce cadre est propice à l'évasion. Ligne 20, on a de nouveau fond des mers. On a le monitor sous-marin. Et puis après, on va avoir 2 fois la formule à mon bord. Mais bon, qu'on a la ligne 30 et 42, bon, c'est pas les termes les plus marquants. Alors, à part ça, dans cette réplique de la ligne 5 à 9, on s'aperçoit aussi que Nemo reste calme pour l'instant. Il ne cherche pas vraiment à imposer quoi que ce soit à son interlocuteur. On le voit d'ailleurs à la question rhétorique qu'il emploie. Alors, je vais vous la souligner, cette question rhétorique. Elle est ici. N'était-ce pas mon droit ? Alors, par cette question rhétorique, on voit qu'il cherche plutôt à faire admettre à l'autre qu'il n'a pas tort, hein, plutôt que violemment lui faire admettre sa décision. Donc, la question rhétorique est encore ici un signe d'un certain savoir-vivre de la part du capitaine. L'enchaînement avec la réplique du narrateur va s'opérer ici grâce à la reprise de certains termes. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir, un peu parfois comme au théâtre, hein, le texte n'est pas du tout théâtral, mais un peu comme au théâtre, parfois les répliques entre les personnages s'enchaînent par le fait que l'un rebondisse sur le mot de l'autre. Et on va s'apercevoir que c'est souvent le cas ici. Alors on en a un premier exemple avec ici évidemment le mot droit. Alors je vais le mettre en rouge. Je vais mettre en rouge tous ces enchaînements du tac au tac à une espèce. Allez, si j'osais, je parlerais de ping-pong verbal. Donc Aronnax rebondit sur le propos de son interlocuteur, en reprenant le mot droit. On va avoir la même chose à la ligne 11, avec la formule « homme civilisé », qui va être reprise juste en dessous par « homme civilisé ». Et dernière apparition du processus, ligne 33-34, avec le mot « condition ». Alors, quel est l'intérêt de remarquer cela ? Alors, cet enchaînement qui s'opère sur la reprise de certains termes montre un certain dynamisme. Hein, il y a de la vivacité dans ce dialogue. Les répliques s'enchaînent de manière assez vive. Et puis, c'est une façon aussi de montrer ici qu'on est dans cette espèce de rapport de force dont je parlais précédemment. On est en présence de 2 hommes intelligents, hein, c'est évident, et ça transparaît dans ces éléments. En tout cas, la réponse d'Aronnax montre qu'il a du caractère. Hein. On le voit explicitement à cette formule sauvage, hein. Donc c'est une manière à peine indirecte de traiter Nemo de sauvage, c'est-à-dire que si Nemo les avait laissés
périr ne les avait pas sauvés, voilà, c'était une pratique de sauvage. Donc cette opposition que l'on a entre le sauvage et l'homme civilisé montre que Aronnax n'a pas froid aux yeux et que pour l'instant, il ose, entre guillemets, clouer le bec, en quelque sorte, de Nemo. On comprend dès lors tous les indices de colère qui vont intervenir dans la réponse de Nemo. À partir de la ligne 12, ces indices de colère vont être évidents. Alors je vais les mettre en évidence, choisissant. Allez, on va mettre ça. Bon. Alors répliqua vivement, c'est presque une redondance, parce que répliquer, c'est répondre de manière vive. Donc quand Jules Verne nous dit répliqua vivement, c'est une façon vraiment de nous faire entendre que la colère s'est emparée de Nemo. J'ai envie d'y ajouter cette apostrophe. Monsieur le professeur. Alors cette apostrophe, elle est condescendante. Alors vous allez me dire, c'est quoi la condescendance? La condescendance, c'est quand on s'exprime du haut d'une autorité auprès de quelqu'un en le rabaissant. Parfois, on dit que les profs ont une manière un peu condescendante de s'adresser aux élèves. On n'est pas tout à fait dans le mépris, mais on fait valoir une parole qui tombe de haut, une parole autoritaire. Et voilà, c'est ce qu'on ressent ici, derrière cette politesse un peu feinte, monsieur le professeur, quelque chose de cet ordre-là. Alors je continue sur les marques de la colère de Nemo. On a évidemment ce point d'exclamation qui va être doublé. On le retrouve ici. Autre indice de sa colère, c'est aussi évidemment ce ton autoritaire qu'il utilise. Alors ce ton autoritaire, on le voit dans la formule engage. Et dans l'adverbe jamais. Voilà, c'est quelqu'un qui est entier, et là, on le remarque à ce verbe et à cet adverbe. Donc voilà ce qui ressort de cette intervention de Nemo. Si au départ il gardait son calme, là on voit qu'il fait valoir une parole autoritaire et qu'il affiche tous les signes d'une colère qui monte. D'ailleurs, dès l'interruption narrative qui s'établit à la ligne 16, on va voir que l'analyse que nous propose le narrateur a aperçu largement ces signes de colère. Et d'ailleurs, il nous le dit grâce à plusieurs procédés. Alors, premier procédé qu'on peut repérer, alors je vais peut-être, je vais l'entourer. Alors, ce que j'ai entouré, c'est ce qu'on pourrait appeler un euphémisme. Ceci fut dit nettement. C'est une façon de dire, oula, il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, il est très en colère. Donc ceci fut dit nettement. La brièveté de cette formule nous renseigne sur son caractère euphémisant. Donc voilà pour l'euphémisme. Autre procédé qu'utilise Aronnax pour nous faire comprendre l'état de Nemo, c'est effectivement cette métaphore qu'il utilise. Alors la métaphore ici de l'éclair et de la lumière. Bon allez, je continue avec la même codification. Donc cette métaphore, elle a aussi l'avantage, au-delà de signaler l'état émotionnel de Nemo, elle a aussi l'avantage de souligner un caractère énigmatique du personnage, voire un caractère inquiétant. On a presque l'impression qu'il a un côté diabolique, avec cette colère qui est palpable dans ses
dans ses yeux, hein, dans ses iris. Le caractère inquiétant du personnage est largement souligné dans l'intervention narrative d'Aronnax. J'ai envie de vous signaler l'adjectif formidable. Alors, hop. Alors cet adjectif, il n'est pas à prendre au sens un peu fade qu'on lui donne de nos jours. Ah, c'est formidable, c'est extra, c'est super. Non, formidable ici, il a vraiment un sens étymologique. Formidable, c'est qui a un fort retentissement. On est presque dans une dimension un peu mythologique. Hein. On parlait d'un éclair formidable, d'un coup de foudre formidable, d'un coup de destin formidable. Donc voilà, là, vraiment, je prends l'adjectif, parce qu'il me semble que c'est dans ce sens-là que l'emploie Jules Verne, dans son sens étymologique. Hein. Donc formidable au sens de puissant, extraordinaire. Donc, on voit dans ce passage que ce qui interpelle Aronnax, c'est le fait que Noé, pas Noé, pardon, je pensais à, j'étais dans la mythologie, donc Nemo, pardon, on voit que ce qui interpelle donc Aronnax, c'est le fait que Nemo soit un véritable affranchi. Il s'est libéré de toutes les chaînes qui nous associent à la société, qui nous lient à la société. Alors, il formule ça comment? Déjà par une accumulation. Accumulation de quoi? Une accumulation de questions rhétoriques. Donc je pense que ça, quand vous avez relevé les procédés, vous les aurez toutes vues. Et je vais le signaler ici. Voilà. Je vais peut-être mettre ça en fluo. Voilà, donc ces questions rhétoriques, elles montrent à quel point Aronnax est quelque part admiratif hein, de ce choix de vie fait par Nemo. Voilà, il s'est affranchi du joug de la société, de toutes les chaînes qui lient en général un individu hein, à une société. Alors rappelez-vous, hein, c'est un scientifique, il travaille au musée d'histoire naturelle de Paris, Pierre Aronnax, donc on a l'impression ici que, un peu comme s'il se retrouvait face à une nouvelle espèce, il est admiratif, il est intrigué, et il y a sa curiosité qui est titillée. Voilà, là on a vraiment le profil du scientifique. Voilà comment on peut exploiter cette accumulation de questions rhétoriques et voilà, qui s'enchaîne et qui montre son admiration. Et cette admiration, évidemment, hein, là, je vais le mettre en fluo jaune, elle est perceptible dans l'exclamative que l'on a et qui elle aussi se fait sous la forme d'une énumération. Cette fois-ci, on peut parler de gradation. Alors, je vais mettre ça. Alors, quand je parlais de gradation, elle est là. Hein. Premier élément indépendant, deuxième élément libre, troisième élément hors de toute atteinte. Donc, que ce soit la gradation, le point d'exclamation, l'enchaînement des questions rhétoriques, voilà les éléments qui prouvent l'admiration curieuse dont témoigne ici Aronnax à l'égard de cette, entre guillemets, de ce nouveau spécimen qu'est Nemo. Alors Nemo finalement c'est son propre maître, c'est ce que nous dit Aronnax ici. Il nous le dit grâce à la formule catégorique. Nul entre les hommes ne pouvait lui demander compte de ses œuvres. Donc
souligner la formule. Nul entre les hommes. Et évidemment, surtout par le parallélisme de construction qui intervient ici. Dieu, s'il y croyait, sa conscience, il en avait une. Donc qu'il s'agisse de la formule catégorique introduite par la négation ou par ce parallélisme de construction, Aronnax nous montre que Nemo n'a ni Dieu ni maître, comme dit la formule. Voilà, c'est son propre maître. Et c'est ce qui retient notre attention. Donc s'il faut faire une petite pause ici, on prend vraiment conscience que ce dialogue permet de réfléchir à la notion de liberté et à la notion de société. Pour Aronnax, on voit que il est important pour un individu de respecter tous ces garde-fous que la société met en place, la loi, qu'elle soit humaine, qu'elle soit religieuse, la morale, qui est souvent incarnée par la conscience. Et c'est aussi pour ça que cette interruption narrative met en avant tous ces éléments. Exactement comme Aronnax réfléchit à tout cela, le lecteur, par ce biais, réfléchit lui aussi à ces concepts, tous ces concepts d'ailleurs qui sont au cœur de l'intitulé de notre parcours imposé par le ministère. De la ligne 25 à 27, on a de nouveau, on est dans la partie narrative, et on s'aperçoit que cette fois-ci, l'accent est mis sur le portrait de Nemo. Par toute petite touche, on voit se construire le portrait du capitaine, et là, plus particulièrement, on a une insistance sur son caractère énigmatique. Alors, regardez, les formules sont évidentes, regardez cette désignation, l'étrange personnage. Hop, ce sera plus simple, on va mettre ça allez, en orange. Ben non, peut-être pas, parce que ça va pas correspondre au code que j'ai utilisé sur mon propre texte de manière manuscrite. Ici, je vous le mets après en pièce jointe, vous allez préférer. Donc moi j'ai mis ça, bon, je vais rester en noir. Ben je vais peut-être l'entourer comme précédemment, puisque l'éclair de colère, etc., formidable, c'était pour souligner le caractère inquiétant. Allez, je vais utiliser la même chose. Donc on a dit que c'était un des centres d'intérêt du texte, au-delà du dialogue qui met en place un jeu de pouvoir et cette réflexion autour de la société humaine. On a dit que le deuxième centre d'intérêt, c'était le portrait qui nous était proposé de Nemo. Donc là, on est en plein dedans. Autre élément qui renforce le caractère intriguant du personnage, c'est cette formule retirée en lui-même. On a l'impression que, entre guillemets, il rentre dans son corps et qu'il s'est vraiment coupé de son interlocuteur. On a le mot peur, ici, dans son sens plus soutenu avec effroi. Donc ça, c'est l'effet qu'il provoque sur Aronnax. Et alors, on va surtout relever cette belle comparaison, ainsi qu'Oedipe considérait le Sphinx. Faut-il vraiment que je rappelle à chacun Oedipe et l'histoire du Sphinx? Donc le Sphinx, c'est cette créature fabuleuse qui, dans la mythologie, est surtout connue pour poser la fameuse énigme à Oedipe. Quel est l'animal qui, le matin de sa vie, est à 4 pattes, à 2 le midi et à 3 le soir, et Oedipe parvient à répondre qu'il s'agit de l'homme, puisque quand il est bébé, l'homme marche à 4 pattes,
quand il est un homme, il marche sur ses deux jambes, et quand il est vieux, il a une canne. Voilà pourquoi il se retrouve à trois pattes. Et donc, il résout l'énigme du Sphinx, et ça va lui donner accès au trône. Et il va épouser, sans le savoir, sa mère, Jocaste. Voilà, si vous ne connaissez pas l'histoire d'Oedipe, vous verrez, c'est une histoire assez sordide, mais qui est fondamentale, et qu'on retrouve comme base à de nombreuses histoires, à de nombreux romans. C'est vraiment une histoire archétypale qui construit aussi pas mal de concepts psychanalytiques. Quand on dit notamment d'un adolescent qui n'a pas réglé son Oedipe, vous verrez ce dont il s'agit. Voilà, je referme cette parenthèse. En tout cas, vous constaterez que cette comparaison, elle renforce le caractère énigmatique du personnage. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai déjà parlé un petit peu de dimension presque mythique avec l'adjectif formidable. On est en plein dedans ici avec cette référence. D'ailleurs, le personnage de Nemo est devenu un mythe en quelque sorte. Pour info, pour ceux qui n'ont jamais fait de latin, Nemo en latin ça veut dire personne. Nemo neminis, hein, c'est le nom qui est décliné en latin, et donc Nemo, ça veut dire personne. Alors évidemment, pour ceux qui sont dans le film d'animation et qui pensent au poisson clown Nemo, c'est un clin d'œil à l'univers de Jules Verne et pas à l'étymologie personne, mais voilà, c'est un petit clin d'œil à 20 milieux sous les mers. Voilà pour le portrait inquiétant de Nemo qui s'établit des lignes 25 à 27. À partir de la ligne 29, ça y est, le dialogue reprend. Il reprend sur l'initiative du capitaine. Et pour la deuxième fois, on voit qu'il utilise le mot intérêt. Alors le mot a de l'importance parce qu'ici on pourrait croire que finalement Nemo allez, il a bon cœur, hein, qu'il va garder à son bord parce qu'il est généreux Aronnax et ses compagnons. En fait, non, il avait déjà utilisé le terme intérêt un petit peu plus haut, alors que je le retrouve. Je n'ai pas noté la ligne. Voilà, il est ici, ligne 6. Voilà, Nemo, c'est pas quelqu'un d'altruiste, hein, c'est pas quelqu'un tourné vers les autres. C'est quelqu'un qui est égocentrique. Quand on lit l'intégralité du roman, il y a des passages qui sont particulièrement révélateurs. Donc ici, s'il va faire entre guillemets une fleur à nos personnages en les gardant à bord, c'est parce que voilà, son intérêt propre va y trouver son compte. Hein. Voilà. Voilà pourquoi on voit surgir dans sa bouche les termes de pitié naturelle et adroit. Hein, c'est presque dit de manière un peu méprisante, hein, cette formule pitié naturelle. Lui, il ne s'abaisse pas à ça en général. Là, il s'y abaisse tout simplement parce qu'il y a son intérêt propre. Donc, la répétition du mot intérêt peut accréditer le fait que le capitaine, c'est quelqu'un d'égocentrique, de tourner vers lui, et non, il ne s'encombre pas des autres. Hein. D'ailleurs, son discours va vite faire apparaître des atténuations. C'est-à-dire que au départ, il affirme par le futur de certitude, vous serez libre, mais on va vite voir qu'il va mettre beaucoup de conditions, il va largement atténuer, voire même contredire ce concept de liberté qu'il leur accorde. Alors déjà, on va pouvoir relever, je vais peut-être le souligner en rouge, en échange de. Vous voyez, c'est plus un marché, un deal, comme on dirait de manière familière, qui leur propose. Hein. Alors, juste
Et je vais souligner en rouge. Autre atténuation, il le dit lui-même, toute relative d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est pas une liberté 100% clé en main qu'il leur propose, mais vous allez voir que le pourcentage se réduit au fur et à mesure de sa prise de parole. Hop. Alors on a bien sûr la formule imposerait qu'une seule condition. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Voilà, et soumettre. Donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'il joue les grands seigneurs, là, qui leur accordent une faveur, voilà, vous serez libre. Et puis, au plus on avance dans sa réplique, au plus on s'aperçoit qu'il parle comme, plutôt comme un despote, hein, contre, comme un personnage autoritaire. Et on voit que cette supposée liberté qu'il leur accorde, elle est tout entière soumise à des conditions. La réplique d'Aronnax ne se fait pas attendre, hein. Elle montre qu'il fait profil bas, pas comme précédemment, hein, où au début du dialogue il n'avait pas froid aux yeux. Là, voilà, il fait profil bas. À quoi cela se perçoit? Évidemment, on voit qu'il marche sur des œufs, hein. Je pense, on a cette espèce d'interrogation rhétorique qui intervient, et puis le verbe pouvoir, cette formule honnête homme. Donc tous ces indices, hein, je les répète. Alors, on a la formule je pense, on a la formule honnête homme, sous-entendu, je suis raisonnable, je suis pas fou, j'ai pas envie de connaître votre violence, donc je vais m'incliner. On a le verbe pouvoir, on a cette modalité interrogative qui est ici rhétorique, et puis on a cet impératif qui est une invitation à ce que Nemo donne sa condition. Donc voilà, c'est ce qui est intéressant ici en termes de psychologie. On voit que Aronnax est plus en retrait. Alors la dernière intervention de Nemo qui va nous intéresser ici, elle a surtout pour rôle de renforcer son portrait mystérieux et de conférer du suspense au récit. Alors, comment transparaît ce caractère mystérieux? On a beaucoup de formules qui s'apparentent à des périphrases. D'abord, pour commencer, vous pouvez relever certains événements imprévus. Allez, je vais mettre ça en bleu. Autre formule qui est périphrastique, également, voir ce qui ne doit pas être vu. Alors évidemment, ces périphrases renforcent largement le caractère mystérieux, le suspense qui s'établit. On va avoir envie de tourner la page pour savoir de quoi il retourne. On retrouve dans cette intervention tout de même le lexique de la captivité, hein, qu'on a relevé tout à l'heure, consigné obéissance passive. Voilà ce qui semble a priori intéressant dans cette dernière intervention. Alors l'extrait se clôt sur quelques formules narratives. C'est le narrateur qui reprend en main le récit. On sort du dialogue.
Donc l'extrait se clôt sur la réflexion de ce narrateur qui vient accentuer lui aussi cette dimension énigmatique et sur laquelle repose le suspense. Alors on a de nouveau une périphrase, des choses tout au moins singulières. Des gens qui ne s'étaient pas mis hors des lois sociales. Traduction pour cette périphrase, bah c'est moi, Aronnax, hein, et mes compagnons. Et puis, on a le terme surprise. Voilà les éléments qui contribuent sur la fin du dialogue. On sort en fait un peu à la fin du dialogue de cette opposition, de cette réflexion sur la société, le droit ou pas qu'on a de se soumettre à ces règles. Pour justement mettre en place un climat mystérieux et un suspense qui va être incitatif à poursuivre la lecture de l'œuvre. Alors, s'il s'agissait de conclure, ce que l'on pourrait dire à l'issue de l'étude de ce texte romanesque, c'est qu'on peut retenir que ce dialogue oppose donc deux points de vue, celui d'un homme rangé, aux côtés de la société, et celui d'un homme qui s'en est affranchi. Ce dialogue fait vraiment réfléchir à la liberté individuelle et à la notion de morale. On y découvre par ailleurs le personnage atypique et énigmatique de Nemo, qui semble être une sorte de despote de la mer. Enfin, l'extrait met en place un véritable suspense concernant la suite des événements. Alors il serait intéressant de mettre en perspective ce texte avec celui de Raymond Gary, qui va être notre dernier texte, celui qui va venir bientôt. Sinon, on pourrait le mettre en perspective avec un autre personnage complètement en marge de la société, un autre personnage intriguant et lui aussi romanesque, c'est celui de Patrick Suskind, Jean-Baptiste Grenouille, le héros du parfum. Alors je sais bien que vous n'êtes pas très nombreux à avoir lu cet ouvrage-là, mais pour ceux qui l'ont lu, vraiment ne ratez pas le coche. Il me semble que là, c'est vraiment l'ouverture appropriée. Voilà, donc sinon il vous faudra attendre, pour que l'ouverture vous semble claire, il vous faudra attendre notre prochaine explication de texte pour venir ficeler votre ouverture. Sinon, personne ne vous empêche de faire un parallèle avec un autre personnage romanesque, si tant est qu'il soit en marge de la société ou qu'il soit intriguant. Maintenant, vous pourriez aussi faire allusion en ouverture à la suite, à ce qui va se passer après, et pour cela, vous avez le dossier PDF que je vous ai soumis sur Discord, et qui peut vous permettre de ficeler une ouverture qui serait consacrée à évoquer ce qui va se passer dans la suite de l'œuvre. Voilà, que dire pour clôturer. Alors, les différentes questions préparatoires, je pense y avoir répondu. Ce qui s'est passé avant, je l'ai rappelé dans l'introduction, l'identité des pronoms aussi. Le texte est effectivement de genre romanesque, de type narratif, et il prend majoritairement la forme d'un dialogue. Alors, de manière implicite, on peut ajouter la dimension argumentative, parce qu'on a un dialogue, et c'est vrai que l'avantage du dialogue, c'est que ça permet de manière assez vivante de confronter deux points de vue, et on pourrait aussi, dans la case typologie, dire que par des petites notations assez discrètes, Jules Verne nous livre aussi un portrait de Nemo. Morale et société, c'est ce qu'on a mis en fluo, en rose, mais aussi en bleu, puisqu'on voit que s'écarter de la société, s'écarter de ses règles, ça veut dire aussi parfois tomber dans l'excès, dans l'autoritarisme, voire dans la violence. Bon, le caractère énigmatique, effrayant du personnage, on l'a vu, que ce soit les périphrases, la comparaison avec le sphinx,
Le narrateur, voilà, c'est quelqu'un d'intelligent, il est vif, hein, c'est un scientifique, donc c'est quelqu'un qui a aussi l'habitude de prendre du recul avant d'analyser les choses, avant d'analyser une situation. C'est quelqu'un de curieux, ne l'oublions pas. Et c'est en ça que le choix qu'a fait Jules Verne de lui donner les rênes de la narration est assez astucieux. Voilà, je crois on a fait le tour. Donc, avant de clore cet enregistrement, je vous signale que, voilà, comme annoncé, je pense que je vais non pas me payer une double peine en tapant les 4 ou 5 feuilles de brouillon manuscrit que j'ai réalisé pour vous faire cette vidéo, mais voilà, je pense que je vais les scanner et vous les associer sur Discord. À bientôt!